au moment pour aller faire ma déposition chez le lieutenant de louveterie, donc j'ai la vétérinaire qui m'appelle et qui me dit qu'il y a 2 agents de l'OFB qui voulaient récupérer mon chien. Et là, j'étais assez stupéfait. Elle m'a demandé si j'étais au courant. Je dis non, genre personne ne m'a appelé. Donc tu as 2 agents qui vont chez le vétérinaire qui demandent à récupérer ton chien. Sans rien, sans ça. document, sans rien. Même pas mais rien. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. J'ai un peu chamboulé les programmes parce que je suis parti, j'ai fait l'aller-retour ce matin pour aller récolter un témoignage. C'est le témoignage d'un copain. C'est pas quelqu'un que je connais pas, je préfère vous le dire tout de suite. C'est un vieux copain qui s'est fait attaquer son chien par des loups durant une battue. On parle d'un drahtard de 35 kg qui avait 6 ans, donc en pleine force de l'âge. Et malheureusement, il est mort à la suite de ses blessures. C'est quelque chose qui va arriver de plus en plus fréquemment. Ça fait longtemps que je parle du loup, que je me bats contre le loup. Il me semblait important que Victor nous livre son témoignage. Il a accepté de le faire. C'est pas quelque chose qu'il avait forcément envie de faire. N'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner, de commenter, de laisser un pouce. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez désormais rejoindre la chaîne. Bonne vidéo. C'était le samedi 28 septembre, matin. On attaquait la chasse à 8h30. On faisait une traque qu'on avait l'habitude de faire. Donc c'est dans les Roches, c'est dans le massif du Jura. Donc il y a Divonne-les-Bains, une chasse de montagne, Divonne-les-Bains exactement. Donc cette traque-là, j'avais l'habitude de la faire. Au bout d'une demi-heure de marche, je longeais les roches, parce que souvent les sangliers se mettent sous les roches. Là, j'avais donc mon chien et un fox terrier avec moi. Et les 2 chiens donc, qui étaient à 30 mètres de moi, je longeais ces roches. Et puis d'un coup, les 2 partent à 70 mètres de moi. Parce que je me demandais ce qu'ils faisaient, parce qu'ils sont partis comme des fusées. Et ils sont descendus contrebas des roches. Et le chien, le fox, s'est mis à aboyer. Il s'est mis aux fermes pendant 15 secondes. Parce que le temps que j'appelle mon collègue en dessous, le fox était déjà redevenu dans mes pieds. Il s'était assis à mes pieds et il ne bougeait plus. Normalement, il tient le ferme. Et là, je sais exactement la distance parce que j'ai un collier GPS sur mon chien, sur les 2 chiens. Donc toi, le fox revient, le fox revient, le drahtard ne revient pas. Donc les 2, quand ils étaient au ferme, ils étaient à 70 mètres de moi. Donc j'ai eu le temps d'appeler mon collègue du bas pour savoir s'il avait vu quelque chose. Et il n'a rien vu. Il a juste entendu un peu les pierres bouler parce que c'était dans les pierriers. Donc genre là, il a entendu des pierres, mais rien de bien spécial. Et je perds le signal GPS de mon chien à 120 mètres. Et là, plus de signal. Donc tu as le fox à tes pieds, tu perds le signal. Qu'est-ce qui se passe après? Là, je me dis qu'il a dû courir après les cerfs ou les sangliers, qu'il a dû faire démarrer, c'est parti en retour, il n'y avait personne. Et voilà, je me dis, il va revenir. Donc j'attends 5-10 minutes, au bout de 10 minutes, il n'y a rien, il ne revient pas. J'ai beau l'appeler, tout ça, il ne revient pas. Ton chien, pour rappel, c'est un drahtard et d'habitude, quand il chasse, il va partir 10-15 minutes, il finit par revenir? Exactement, même pas, 10 minutes, il revient. Alors à part s'il est aux fermes ou... Mais... Là, la fuite, alors vu comme on est en montagne, c'est quand même assez... On perd quand même, pas régulièrement, mais on perd souvent le signal GPS, qui est normal. Donc je décide avec le fox de monter sur une bosse un peu plus haut et d'essayer de choper du signal, parce que la montagne, elle tournait. Et malheureusement, au bout de 20 minutes, j'avais toujours pas de signal. Et là, en montant, je vois des crottes de loup. Donc là, je me dis pas que mon chien s'est fait attaquer, mais j'y pense quand même. J'ai quand même cette... Tu l'as au fond de ta tête. Ouais, exactement. Je me dis que là, il y a eu un problème. Je sais pas, j'avais un mauvais pressentiment. Et donc, je perds le signal à 120 mètres. Donc, je passe la route en dessous pour aller voir mon collègue qui traquait en dessous, qui traquait sous les roches, avec son bras calmant. Et je le vois Ouais, il était quoi, 500 mètres au-dessus. Je décide, donc je lui dis, bah, monte dans la voiture, il pleuvait des cordes. Je dis, monte dans la voiture, mets ton chien dans le coffre, et puis je descends. Et il voulait pas. Il a senti quelque chose, il a dit non, je descends. Et j'ai répété 3 fois la question qui monte dans la voiture. Et il n'a pas voulu. Et ça, au début, on ne savait rien au début. Et là, moi, je décide de descendre de la montagne un peu pour essayer de choper du signal un peu plus bas. Malheureusement, j'ai rien. Et lui, mon ami, me téléphone pour me dire, Victor, il y a quelque chose de pas normal. Il y a mon bras calmant qui a éventé en contrebas, il est descendu, il est remonté avec la queue entre les jambes, tout tremblant. Et il bougeait plus. Et il bougeait plus. Et là, il me téléphone, il me dit, écoute Victor, remonte. Et lui, il a décidé de descendre dans le trou, sous les roches là. Et puis là, il a retrouvé mon chien sous les sapins, ensanglanté. Il m'appelle, il me dit, monte vite, fonce. Alors j'ai roulé le plus vite possible pour aller voir mon chien.
et il était au bout d'un chemin forestier. Et là, mon chien, il a quand même réussi à se relever, et en me voyant, donc c'est vraiment beau. Et malgré les cailloux de sang qui tombaient du gilet, c'était vraiment impressionnant ça. Et en fait, le gilet faisait garrot, et les cailloux de sang tombaient. Et quand je l'ai pris, il y avait du sang de partout, quoi. C'était une mare de sang. C'était impressionnant. Je le mets dans le coffre de ma voiture, je fonce chez le vétérinaire. Avant toute chirurgie, j'ai demandé, c'est très important, de récupérer les poils et de faire des photos des blessures. Donc, les photos, malheureusement, qu'il faut bien stipuler, c'est que la vétérinaire a ouvert les plaies pour montrer la profondeur. Elle n'a pas voulu mal faire, mais elle a voulu montrer la profondeur des trous, sur l'arrière surtout. Alors au niveau du cou, il n'y avait pas grand-chose parce que, bah si, il y avait des trous, mais il faut te dire, Félix, qu'il y avait 2 colliers et le gilet. Donc le collier, comme il n'est pas assez grand, assez long, je le mets sous le gilet en Kevlar, avec son autre collier, avec son numéro de téléphone. Et pour vous montrer la violence au début, j'ai mis 2-3 jours avant d'aller voir mon collier, tellement j'étais choqué, et je voulais plus entendre parler de cette histoire, tellement c'était extrêmement dur. Vous montrer, après, quand j'ai vu ça, c'est pour ça que j'ai perdu mon signal à 120 mètres. C'est parce qu'en fait, les loups, ils ont tiré tellement fort sur le cou de mon chien, les 2 loups, que ça a quand même cassé la balise GPS, et donc même le plastique du collier a été cassé. Donc, en fait, ils l'ont écrasé, mais il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces de crocs parce que le Kevlar a fait zone tampon, et donc on ne voit pas de crocs. Parce que tout de suite, l'OFB, ils m'ont dit « Ah bah vous avez des crocs sur le collier ». J'ai beau leur dire comme quoi le collier était sous le gilet en Kevlar. Donc voilà. Mais après, on voit les multitudes de morsures qu'il a au niveau du cou, qui a traversé le Kevlar et qui a coupé les 3 veines du cou. Over, il avait des multiples trous au niveau du cou, sur le gilet, on le voit. C'est pas une grosse entaille, où c'est pas genre il a été attrapé là et ça a coupé la défense de sanglier, a traversé et a coupé les veines. Non, c'est vraiment plein de petits trous certaines ont traversé, d'autres pas. Et celles qui ont traversé ont fait énormément de mal, parce que la puissance, ça a quand même sectionné quelques veines. Et après, il avait énormément de trous au niveau des cuisses arrière, intérieur, extérieur, et puis au niveau du sternum aussi. Donc c'est-à-dire que le chien, quand il était couché, ils ont encore mordu quelques fois au niveau du sternum. Pour te dire la violence du... C'est comme si les loups s'étaient mis à 2 et il y en a un qui l'avait attrapé par l'arrière, l'autre par l'avant et qu'ils avaient tiré. Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Le chien, je pensais qu'il s'était défendu au début. Toi, t'as rien entendu. T'es à 70 mètres, t'as rien entendu. J'ai rien entendu, ouais. Je pense que le chien, il pouvait rien faire. Je pense qu'il était étranglé, quoi. Habituellement, ton chien, quand il est aux fermes, il aboie, tu l'entends, t'as le temps de venir... Clairement, tout à fait. Bon, là c'était un peu compliqué parce que j'aurais dû appeler mon voisin du dessous, parce que comme il y avait 30 mètres de vide... Oui, mais t'entendais rien, toi. J'entendais rien, ouais. T'aurais entendu si ça avait été des sangliers. Exactement, tout à fait. D'accord, donc ensuite, chez le vétérinaire... Donc, le vétérinaire, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Donc, au bout de 4 heures, 3 heures d'opération, ils me disent que le chien est sauvé, qu'il va se remettre, et qu'il avait perdu énormément de sang. Et malheureusement, dans la nuit, il n'a pas survécu. Le matin, à 8 heures, j'ai appelé le vétérinaire pour me dire qu'il est mort. Donc ça, c'était vraiment extrêmement dur. Parce que on était contents, on pensait il a eu des grosses séquelles, hein, parce que il était... Oui, mais ça, c'était pas grave. Toi, avant d'être un chien de chasse, c'était ton chien de famille. Exactement, tout à fait. C'est pas un chien qui vivait au chenil. C'était le chien de mon fils, c'était le chien de mon père, c'était tout le monde, ça a choqué vraiment toute la famille, quoi. En plus, il prenait une grosse place. C'est quand même pas un petit chien, il était très intelligent. Très gâté. Très gâté, et c'était extrêmement dur pour la famille, oui. Il se passe quoi dans ce laps de temps là? Ça va très vite. Beaucoup de gens sont au courant, alors pas au niveau national, mais au niveau du département. Il y a beaucoup de gens qui sont au courant très très vite. Qu'est-ce qui se passe là? Alors ça a très vite fait le tour, hein. Donc quand il y a un chien qui a été attaqué, premier chien qui a été attaqué sur le massif du Jura, et que ça soit en Suisse ou en France, les infos vont très vite. Ça va jusqu'à Bourg-en-Bresse. Je crois que le dimanche, je crois que la fédération était déjà au courant le dimanche. Le dimanche soir, ils étaient déjà au courant. Après, le lundi, je vais pour faire ma déposition chez le lieutenant de Louveterie. Et entre-temps, il avait eu la déposition du chasseur qui était au-dessus, qui avait vu les 2 loups qui ont été vus. Donc moi, j'ai su ça que après le vétérinaire, en fait. Moi, je savais qu'il y avait des loups, qu'il y avait une présence de loups, mais je ne savais pas toute l'histoire. Et en fait, la personne au-dessus de moi a vu les 2 loups, donc il était à 600 mètres au-dessus de moi, le chasseur. Et il pensait au début que c'était des chiens, derrière des petits faillards.
Il pensait que c'était des chiens qui étaient... Voilà. Donc il appelle son collègue, il dit tes chiens sont déjà lâchés. Il dit non, et puis en plus moi ils ont des clochettes, ils ont des gros lots donc. Et il lui dit que c'est pas mes chiens. Et là ils ont traversé une piste et il a vu que c'était deux loups. Et les deux chiens de leur track ont pris en poursuite les deux loups. Donc c'est là où on est hyper précis sur les données. On ne peut pas nous dire que c'est vrai parce qu'on a tout. C'est que les deux chiens ont des collets GPS. Donc ils ont poursuivi les deux loups sur 600 mètres. Cette poursuite, elle s'est faite 5 minutes avant mon coup de téléphone que j'ai passé à mon collègue du moment que j'ai perdu mon chien et que le chien s'est mis aux fermes. On a vraiment 5 minutes d'écart. Donc, non seulement tu sais où ils étaient, exactement. Mais en plus, tu as ton appel qui te dit oh, c'était juste après. Exactement. Et en fait, les deux loups sont vraiment venus dans notre track, pile dans la direction où j'étais, quoi. Et là, parce que forcément, quand tu as des appels de l'OFB qui te disent que c'est des sangliers, tout ça, tu t'es remis en question, tu as des doutes. Comment l'OFB récupère ton numéro? Je pense par le lieutenant de louveterie. Je pense qu'il a dû lui demander. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que lundi, en allant faire ma déposition, pour coordonner la version du chasseur au-dessus, puis ma version, et puis en plus on a récupéré des crottes de loups qui étaient sur place, qu'on a fait analyser, et donc qui révèlent bien que c'est du loup. Des crottes fraîches, bien sûr, qui venaient d'être faites. C'est le lieutenant de louveterie qui les a récupérées, hein. C'est pas un chasseur. Donc il ne faut pas commencer à dire que c'est un chasseur qui a tout fait exprès pour... Non, voilà. On ne veut pas dire que c'est absolument le loup, hein. Au moment pour aller faire ma déposition chez le lieutenant de louveterie, donc j'ai la vétérinaire qui m'appelle et qui me dit qu'il y a 2 agents de l'OFB qui voulaient récupérer mon chien. Et là, j'étais assez stupéfait. Elle m'a demandé si j'étais au courant. Je dis non, genre personne ne m'a appelé. Donc tu as 2 agents qui vont chez le vétérinaire, qui demandent à récupérer ton chien. Sans rien, sans document, sans rien. Même pas mais rien. Et la vétérinaire a dit non une première fois. Et là, ils ont commencé à être un peu odieux avec la vétérinaire. Ils ont osé, dans son propre labo, être odieux. Et elle les a envoyés. Elle leur a envoyé chier, clairement. Elle leur a dit de partir. Qu'ils n'auront pas le chien. Donc, son client, moi-même, était encore propriétaire du chien. Et ils n'avaient pas le droit de vouloir récupérer mon chien. Donc est-ce que c'est une maladresse de l'OFB? Je ne sais pas. C'était deux jeunes agents de l'OFB. Mais c'est quand même grave ce qu'ils ont fait. C'est pas quand même quelque chose d'anodin. C'est un agent public qui va chez un vétérinaire privé pour essayer de récupérer le chien d'une autre personne, d'un privé. C'est quand même grave ce qui se passe. Et toi, à ce moment-là, tu es au courant de rien. C'est la vétérinaire qui t'appelle. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Et le mardi, le lendemain, je ne sais plus, c'est le lundi soir ou mardi, j'ai le directeur de l'OFB qui m'appelle. Alors, je ne sais plus son nom parce que je pense qu'il doit être un nombre. Il doit être un sacré nombre là-dedans. Qui m'appelle et qui essaie tout d'abord, déjà pas un pardon, pas désolé pour votre chien, rien du tout. Et tout de suite, il me dit que c'est un sanglier qui a attaqué, qui a tué mon chien. Ils n'ont pas vu le chien, ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Et le premier truc qui ce qu'ils ont, ils ont le rapport du vétérinaire. D'accord. Et sur le rapport du vétérinaire, ils ont les photos, pardon. Ils ont les photos de l'ouverture des plaies. Et c'est vrai que quand on regarde les photos, c'est vrai que ça fait des entailles nettes. Forcément, ça a été fait au scalpel. Mais on pourrait croire que c'est un sanglier. Et si, ils avaient le rapport, parce que même moi je leur dis, ils avaient le rapport parce que je leur dis que je leur ai demandé s'ils ont lu le rapport et ils ont vu que c'était marqué au scalpel, que c'était ouvert au scalpel. Et que le vétérinaire. Et ils m'ont dit oui. Et en fait, j'ai demandé aussi s'ils avaient vu qu'il y avait des profondeurs de 5 cm au niveau des trous, et c'était pour montrer comme quoi. C'était un trou, puis une ouverture au scalpel, et non pas comme une défense qui va arracher. Enfin, alors quand même, je pense que le trou est au milieu, puis il a vraiment fait une ouverture au milieu et écarté pour vraiment montrer la profondeur du trou. Hein. D'accord. Donc voilà, et l'agent de l'OFB pendant 45 minutes en train de me dire que c'était un sanglier et que c'était pas un loup, quoi. Et qu'il faut arrêter de parler du loup. Exactement, tout à fait. Arrêter avec cette histoire, c'est rien du tout, c'est un sanglier, Exactement. Votre chien n'a pas eu de chance. Tout à fait. Et après, je lui ai dit, mais vous avez déjà vu beaucoup de sangliers mâchouiller un gilet au niveau du cou? Vous avez un trou au niveau de l'oreille, un trou au niveau des cuisses arrière, genre mâchouiller, quoi. Et là, il ne sait pas trop quoi répondre. Et après, quand je lui pose la question, je lui ai dit, l'attaque, elle s'est faite à 70 mètres de moi. J'aurais entendu, mon chien aurait tenu le ferme, il aurait aboyé. Oui, ça. Et puis je lui ai dit, c'était mon fils qui était à 70 mètres de moi. J'étais aux champignons, les enfants font 20 kilos. Il se passe quoi?
Il faut que les gens ils se rendent compte de la dangerosité. Un enfant de 20 kilos, mon Dratar il faisait 35 kilos. Il savait se défendre, il était fort, c'était un mâle, il était puissant. Il n'a rien pu faire. Ça n'a pas duré. Je pense que là, il est arrivé, je pense qu'il s'est fait attraper au cou tout de suite. Il n'a rien pu faire. Quand on voit la violence. Il faut dire que tu as fait des recherches durant l'autopsie, où du coup tu as cherché dans l'œsophage d'essayer de retrouver du poil de loup, et tu sais qu'il ne s'est pas défendu. Non, parce qu'on l'a retrouvé, même dans la gueule, entre les crocs, tout ça, il n'y a pas de poil. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Je pense que ça a été une attaque éclair. Je pense qu'ils ont sauté dessus, et puis voilà. Puis on sait très bien que le loup a une force phénoménale dans la mâchoire. Et puis ils étaient deux. Et ils étaient deux. Donc le phoque a été malin. Il s'est vite sauvé. Il a eu peur. Et c'est pour ça qu'il est revenu dans mes pattes. Et je pense qu'ils ont sauté en premier sourd. Ça peut être le phoque comme le mien. Mais je pense qu'ils ont d'abord attrapé le Dratar. Et puis malheureusement, voilà. Suite à ça, suite à l'appel de l'OFB, tu dis, en fait, ils sont même pas là. Ils veulent avoir la vraie histoire, mais ils font tout pour la dissimuler. Et ils vont même essayer de te convaincre. C'est horrible. Et je pense que pour les prochaines attaques qu'il y aura, parce qu'il y en aura, ça c'est clair. Genre là, j'ai déjà entendu qu'il y a eu une autre attaque sur le Jura, là, plus en Suisse, sur un Dratar également, un qui s'est fait attaquer. Donc on attend un peu la suite de l'histoire. Mais il faudra, je parle aux futurs chasseurs, mais même aux futurs promeneurs. Le jour où vous avez des doutes, que ce soit un loup, que ce soit votre chien, il faut être très méticuleux sur les prises d'analyse. Donc il faut bien récupérer le poil avant toute chirurgie. Parce que l'analyse ADN entre le loup et le chien est très compliquée. Ils sont similaires à 98%. Donc le biologiste... à différencier l'un de l'autre, il faudrait beaucoup de salive, beaucoup d'ADN. Exactement, tout à fait. Ouais. Ce que m'a dit le biologiste, il faudrait énormément de salive sur le chien pour identifier. Alors je sais qu'il y a Donc tu as fait des tests ADN. Oui. Les résultats, ils ne sont pas probants, parce qu'ils n'ont pas réussi à dissocier les deux. Tout à fait. Donc là, c'est impossible aujourd'hui de dire à 100%, la seule façon en fait de dire à 100% que c'était un loup, ça aurait été d'avoir ces analyses ADN positives. Là, aujourd'hui, tu ne les as pas. On a juste tout le reste autour qui fait dire, on est sûr, nous, à 100% que c'est un loup. Mais tant qu'on n'aura pas ces résultats ADN, et là, on sait qu'on ne les aura pas, c'est impossible de dire 100% c'est un loup. Tout à fait. Bon, après, là où ça me conforte un peu, bon, déjà, il y a tout ce qu'on a réuni. Le gilet du chien. Je crois que le gilet du chien, je l'ai prêté, j'ai laissé l'OFB le prendre pour qu'ils fassent un peu, qu'ils regardent eux-mêmes. Tu le reverras jamais. Si, si, je le reverrai, mais j'ai entendu dire que même eux, les anciens de l'OFB, ils ont été catégoriques. Ça peut que être un loup. Ils savent. Franchement, genre, je parle à tous les chasseurs. Les chasseurs, ils savent comment une attaque, un sanglier, quand il se défend, ce que ça fait. Ça fait une entaille. Il ne va pas s'amuser à aller mâchouiller le cou et les cuisses arrière de mon chien. Et encore une fois, tu aurais retrouvé dans la gueule de ton chien, tu aurais retrouvé du sanglier. Du poil de sanglier, exactement. Dans les analyses que tu as faites, c'est compliqué d'arriver à différencier le loup du chien, exactement. Mais tu n'as ni cerf, ni sanglier, ni chevreuil, ni rien du tout. Ni lynx. Voilà, il n'y a rien. Exactement, donc, tout à fait. Non, et puis, un sanglier ne peut pas... il ne peut pas s'il ne le fera pas. Il ne peut pas attraper, il n'a pas les dents, ouais. Il ne peut pas attraper le gilet, plus le collier en dessous est tiré d'une force phénoménale. Parce que le sanglier, en plus, il n'arrive pas à reculer, donc il ne peut pas tirer les dents en même temps et casser le collier. Ouais, c'est impossible. Donc l'OIB, ils ont beau me dire comme quoi c'est un sanglier, mais il faut arrêter. Et puis quand on a toutes les preuves, tout ça, et là, ils sont... Je dois dire un truc, c'est que depuis qu'ils ont fait, parce que suite à l'entretien que j'ai fait téléphonique avec le directeur de l'OIB, j'ai accepté qu'il fasse autopsie sur le chien pour faire avancer les choses. Ils sont venus à deux agents de l'OIB qui sont venus. Ils ont pris 1500 photos du chien. Il m'a clairement dit qu'ils allaient dépecer mon chien. Donc c'est très, très galant. Déjà, il ne s'excuse même pas pour la mort de mon chien, mais en plus, il dit qu'ils vont le dépecer. Voilà, froidement. Donc toi, tu n'y es pas allé? Non, je ne suis pas allé. J'ai demandé au lieutenant de Louveterie d'être là. Et c'est vrai que c'est là où ils ont constaté le trou sur l'oreille de 0,4 cm. Et puis après, ils ont envoyé ça. Donc tout le rapport a été envoyé à une spécialiste de morsure de loup et de lynx. Mais bon, depuis le 28 septembre,
Depuis ce dernier appel de 45 minutes avec l'OFB, je n'ai plus jamais eu de retour de leur part. J'ai plus rien. Même le rapport de mon propre chien, je ne le reçois pas. Tu n'as pas le rapport. J'ai pas le rapport. Je les ai appelés 7-8 fois, j'ai laissé des messages. Ils me répondent jamais. Ils ne veulent pas me répondre. Ils ne veulent pas m'appeler. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent très bien. Ils ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas dire que c'est le loup qui a attaqué mon chien. C'est quand même dingue. Alors ils disent qu'ils veulent maintenant, qu'ils ont caché énormément de choses. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. L'OFB m'ont dit qu'ils ont caché énormément de choses pendant des années. Et que maintenant ils le reconnaissent et que maintenant, les gens n'ont plus confiance en eux. Mais c'est vrai, plus personne n'a confiance en l'OFB. C'est quand même dingue. Ils veulent... Mais rien que la preuve comme quoi 2 agents vont chez les vétérinaires pour essayer de récupérer mon chien. Non mais vous imaginez une action comme ça, des gens de l'État qui essaient de récupérer ton chien. Donc, moi, clairement, j'ai plus tout confiance en eux. Ça, c'est clair. Là, ils avaient beau me dire comme quoi il fallait leur faire confiance, tout ça, mais depuis que j'ai plus aucune nouvelle, c'est clair que tu ne peux pas leur faire confiance. C'est pas possible. Donc j'espère avoir le rapport un jour. J'espère qu'ils vont l'avoir, cette vidéo. Et j'espère qu'ils vont quand même le transmettre et qu'ils vont être honnêtes. Et qu'ils ne vont pas s'amuser à encore dissimuler des preuves, cacher des choses ou quoi que ce soit. Toi, ce qui est important pour toi aujourd'hui, c'est qu'on reconnaisse, que l'OFB reconnaisse. Exactement. Qu'ils sont au courant, c'est le loup. C'est ton combat. Clairement. Il faut arrêter de vouloir cacher les faits. Il faut dire la vérité. Il faut arrêter de dire comme quoi le loup est tout gentil et qu'on risque rien. C'est pas vrai. Nous, dans le Jura, je pense que le massif du Jura est trop petit pour avoir des loups. Il y a quand même énormément de monde qui se promène dans le Jura. Encore la semaine dernière, on est allé se balader à la Dôle, manger une fondue en attitude. Il y avait encore des scouts qui étaient là en train de camper, quoi. Ils avaient 12 ans, 12-15 ans. S'ils tombent, sur Divonne, ils ont identifié 9 loups. 9 loups adultes, plus des louveteaux. Donc 5 ou 6 louveteaux, parce que vu comme ça fait énormément de petits, ces enfants-là, ils sont, je suis désolé de dire, mais ils sont en danger. C'est pas un enfant de 12 ans qui peut contrer un loup qui fait 35-45 kilos. Même un adulte. Oui, un adulte, ouais. Ils arrivent à tuer des cerfs de 200 kilos. Donc, c'est pas un enfant qui va réussir à faire peur à un loup. Et le loup n'a pas peur de l'être humain. Regarde, j'en ai filmé un 2 semaines après, malheureusement, l'attaque sur mon chien. Genre, Et t'as pas tiré. Et j'ai pas tiré, j'étais au poste. Et il me vient à 15 mètres, le loup. Les 2 loups. T'as pas eu envie de te venger? Forcément, on y pense. Mais c'est pas mon combat. J'ai pas envie de me mettre à dos. Et puis, maintenant, tu vas en prison si tu tues un loup, mais tu vends 1 kilo de cocaïne, tu vas pas en prison. Donc, j'ai pas envie d'avoir 150 000 balles d'amende. Et c'est pas mon combat. C'est pas moi qui dois régler ce problème. C'est l'État. C'est l'OFB qui doit réussir à gérer ce problème-là. Parce que je pense qu'ils sont dépassés. Ils gèrent plus rien. Mais tous ces gens qui se promènent donc en bas, le lendemain qu'on a rendu une petite cérémonie pour mon chien, pour notre chien, on descend en voiture et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, t'as vu le nombre de gens qui se promènent? Il y avait des gens chiens détachés, les enfants qui couraient partout, tout ça. Parce que moi, ça s'est fait à 700 mètres d'altitude, l'attaque. Donc c'est vraiment pas haut sur un... Ça aurait pu arriver à n'importe qui, c'est ça. C'est au pied en fait, des maisons. Je suis un chasseur, donc tout de suite, on va dire, voilà, chien de chasse, mais ça peut arriver à n'importe qui. Un Golden Retriever qui chasse pas. Et là, encore cette semaine, un loup était filmé sur le golfe de Divonne. Et il était dans les maisons. Donc les chats, les chiens, eh ben, je suis désolé pour eux, mais ça passe. Et là où je veux faire où je veux vraiment que l'État français, ils sont responsables, parce qu'ils doivent protéger ses citoyens. Le citoyen n'a pas le droit de se protéger lui-même. Si un voleur rentre chez toi, tu dois appeler les forces de l'ordre. Tu n'as pas le droit d'agir tout seul. Donc, en plus, maintenant, le chien est considéré, c'est plus un objet, mais c'est considéré comme un être humain. Donc, là, l'État a une part très importante dans notre protection. Et on n'est plus protégé maintenant. Donc, est-ce qu'ils doivent faire comme sur la route, mettre des panneaux en bas du Jura, parce qu'il n'y en a aucun pour le moment. Sur toutes les pistes que tu prends, il n'y a aucun panneau. Avertir la population qu'il y a des loups, qu'il y a des risques. Et que c'est dangereux. Et que c'est dangereux. Un loup est dangereux, Exactement. C'est pas un herbivore. Tout à fait. Donc, je pense qu'en bas de chaque chemin forestier, ils devraient, comme quand il y a un cédé le passage, on est averti 150 mètres avant. Et bien là, ils avertissent que Danger, vous pouvez vous promener, c'est votre responsabilité, mais vous risquez de vous faire attaquer par un loup. Oui, on voit très bien au bord des plages qui sont concernées
des panneaux attention requin, baignade interdite. Exactement. Là, devrait y avoir écrit attention loup, promenade interdite. Mais le jour où ils font ça, là, ça va faire réagir les gens. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent plus se promener correctement, tranquillement. Le dimanche, se balader en montagne, ramasser des champignons. Là, ça arrivé à un chasseur, mais je leur dis, ça peut arriver à n'importe qui. C'est quoi la suite? La société de chasse de Divonne, ils ont été top et très très solidaires. Donc on va faire un petit événement. Je veux qu'il y ait des gens qui viennent. Je vais faire un événement familial pour rendre un hommage à Over, à mon chien. C'est quand même horrible ce qui est arrivé. Il ne méritait pas de mourir dans des conditions comme ça, je pense. Il avait 6 ans. Il avait 6 ans, ouais. Et pour montrer un petit signe de protestation, je pense. De montrer que les gens, et surtout pour que les gens se rendent compte que le massif du Jura, eh ben maintenant, c'est plus un endroit tranquille. La biodiversité est touchée. Ils parlent qu'ils relâchent le loup pour la biodiversité, mais c'est encore pire. Il n'y a plus rien maintenant. C'est désert. Il n'y a plus rien. Toi, tu voudrais que, à cette manifestation, tu as une date? Non, pas encore. Il faut qu'on avertisse le maire. Et c'est quand même, il y aura un événement qui aura beaucoup de monde. Donc je pense qu'il faudra qu'on fasse intervenir la police municipale pour pas qu'il y ait de problèmes. Tu veux qu'il y ait quoi? Les agriculteurs, le monde rural, les citadins qui peuvent peut-être en prendre conscience. Ouais. Tu veux qu'il y ait un maximum de monde qui se retrouve dans cette histoire-là? Exactement. Je sais que déjà il y a tous les agriculteurs qui vont venir, parce qu'ils en ont marre. Là j'ai eu quelqu'un de Haute-Savoie, il s'est fait manger 140 brebis cette année, par le loup, alors en Haute-Savoie. Mais bon, Haute-Savoie, l'un, ça se touche, c'est à côté, on a les mêmes problèmes. Donc oui, on espère que ça va. Après, ça va sûrement rien changer. Mais au moins, on aura rendu un hommage à Over. Donc, et ça, c'est beau, quoi. Je voulais juste raconter mon histoire et en aucun cas, je vais mettre contre les pro-loups ou... C'est pas ton combat. Exactement, c'est pas mon combat. Je pense que c'est à l'État d'agir et c'est pas à nous d'agir. Aucun chasseur ne doit agir. On ne doit pas tirer les loups ou... Parce que forcément, j'ai eu des messages de haine et je pense qu'il ne faut pas... le chasseur, il faut être plus malin et justement laisser l'État gérer ce problème-là. Ouais, toi, c'est pas ton combat. En tout cas, c'était un témoignage. Merci d'être venu, oui, merci venu témoigner. Merci d'avoir accepté de le faire. Je sais que c'était pas forcément quelque chose que tu avais envie de faire. Tu n'avais pas envie de te mettre en avant. Tu n'avais pas forcément envie de raconter ça. Il me semblait que c'était important de le faire. Merci d'avoir accepté. J'espère que les gens prendront conscience. C'est un problème qui commence à prendre de l'ampleur. Bon courage pour la manifestation. Bon courage pour la suite. Merci Félix. Merci et à bientôt. Ouais, salut au courant. Ciao, Félix. Salut. C'était vraiment beau, et puis quand je suis arrivé, le chien il a quand même réussi à se lever. Qu'il y avait des cailloux de sang qui tombaient du gilet, quoi. T'es là, et il avait un gilet en Kevlar, et c'est... tu peux couper... Putain.